Le docteur a été stupéfait de voir arriver un garçon usé, copie conforme de son fils disparu. Ada, comme d'habitude, se levait à 6h30 du matin, ce qui devenait de plus en plus difficile pour elle au fil du temps. Après tout, la femme n'était plus toute jeune. Il y a quelques mois, elle a fêté ses 65 ans. Certes, elle n'a pas fêté son anniversaire comme elle l'aurait souhaité. Presque toutes les femmes de son âge rêvent d'une grande famille avec laquelle elles pourraient célébrer toutes les fêtes. Aller quelque part, se faire plaisir. Mais Ada en a été privée. Elle a fêté son jubilé entre collègues et le soir, elle s'est assise dans la cuisine avec son chat Lucky. Ada a travaillé toute sa vie à la clinique pour enfants, à 60 ans, elle voulait prendre sa retraite. Cependant, la direction l'estimait beaucoup et l'a persuadée de rester. Pendant ses vacances, Ada a pesé le pour et le contre. Après l'université, elle a immédiatement commencé à travailler comme pédiatre à la clinique pour enfants et elle a adoré son travail. Ada travaillait avec honnêteté et diligence, ce qui lui a toujours valu le respect des parents, des supérieurs et des collègues. Autrefois, elle était une brune pleine de vie, capable de se passer de sommeil presque toute la nuit et de travailler sans problème pendant toute une journée. Mais aujourd'hui, son visage est couvert de fines rides et ses cheveux sont devenus gris. Elle ne pouvait plus travailler avec autant d'énergie qu'avant, et Ada se posait constamment une question. Est-il temps pour elle de prendre sa retraite? Heureusement, d'une part, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Je suis seule. Je vais mourir d'ennui si je reste assise à regarder la télévision tout le temps. D'autre part, j'ai de plus en plus de mal à travailler en équipe et ma santé n'est plus la même qu'avant. Après tout, je ne rajeunis pas. Le chat regarda son maître avec des yeux sages et miaula. Ada l'interpréta comme une réponse. D'après elle, l'animal ne voyait pas d'inconvénient à ce que son maître continue à travailler. Et Ada elle-même penchait plutôt pour cette option. La pension n'était pas élevée, il serait difficile d'en vivre, mais ce n'était pas l'argument principal. Ada aimait beaucoup les enfants, elle aimait communiquer avec eux et les aider pour qu'ils sourient et rient. Et non pas qu'ils pleurent de maladie. Leur sourire sincère était la meilleure récompense d'Ada pour son travail. Lorsqu'elle a fait part de sa décision de rester à la direction, le médecin-chef s'est montré satisfait et l'a remercié. De nos jours, les employés de valeur valent leur pesant d'or, a-t-il déclaré en souriant. Surtout ceux qui sont joyeux comme vous. Ada sourit tristement, mais le chef ne le remarqua pas. Beaucoup pensaient qu'Ada avait une belle vie, qu'elle en appréciait chaque minute. C'est du moins l'impression que donne cette femme. Elle arrivait tous les jours au travail avec le sourire, racontait des blagues ou des histoires de la vie au déjeuner. Et Ada transmettait aussi sa positivité aux petits patients. Mais ce n'était qu'un masque que la femme mettait chaque matin et enlevait chaque soir lorsqu'elle restait seule avec son chat dans l'appartement vide. Elle aimerait bien que sa maison soit remplie de chaleur familiale et de confort, que ses petits-enfants viennent la voir et la ravissent. Mais hélas, cette femme est privée de ce luxe. Cependant, elle ne se plaignait pas, ne parlait pas de son profond malheur. Et comme elle n'avait pas de petits-enfants, elle donnait ses soins, son attention et son amour à ses petits patients. Elle traitait chacun d'eux avec une attention particulière afin que les enfants n'aient pas peur des médecins, au contraire, qu'ils viennent les consulter sans crainte. Et puis, un jour, un petit garçon débraillé est entré dans son cabinet. Il portait une vieille veste sale, un jean déchiré et sa tête était complètement désordonnée. Il est suivi par sa mère, qui n'a pas l'air mieux que sa progéniture. Une veste blanche jaunie avec des taches brunes, un pantalon qui a perdu sa couleur depuis longtemps. Une odeur désagréable d'alcool et de cigarettes bon marché se dégageait d'elle. Ils n'ont pas de maison? Il a l'air d'un petit vagabond. Eh bien, comme sa mère, pensa Ada avec amertume. Elle traitait tous les enfants de la même manière, qu'ils soient issus d'une famille riche ou pauvre. Elle pensait que tous les enfants méritaient de la gentillesse,
car ils ne pouvaient pas choisir les parents qui influençaient leur vie. Par exemple, une fois, une jeune fille effrayée s'est présentée à son rendez-vous, n'osant pas dire un mot. À côté d'elle se tenait un père dominateur qui la critiquait constamment. Elle se tenait mal, respirait mal, et d'une manière générale, devait se taire et ne pas dire de bêtises au médecin. C'est alors qu'Ada se rend compte que sa petite patiente vit sous une pression constante. Elle se sentit profondément désolée pour la jeune fille. Elle ne pouvait l'aider en aucune façon. Elle se contente de lui donner quelques bonbons après la visite. En regardant le garçon sale et mal entretenu, Ada a ressenti un pincement au cœur. Mais il ne s'agissait pas seulement de son apparence. Ce garçon était vraiment spécial pour Ada. Au début, elle pensa qu'elle s'imaginait des choses parce que cela ne pouvait pas être vrai. Mais en y regardant de plus près, Ada comprit que ses yeux ne la trompaient pas. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible », murmura Ada en se serrant le cœur. « Madame Dalton, vous allez bien ?» Sa jeune assistante, Vicky, qui faisait son stage à l'hôpital, était alarmée. « Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec les médecins? Allez-vous travailler aujourd'hui ou non? Je ne peux pas rester ici toute la journée. » La mère du garçon, qui se tenait à côté de lui, les bras croisés sur la poitrine, grommelait de mécontentement. Le garçon lui-même s'approcha d'Ada, prit ses mains ridées et lui demanda « Je peux vous aider ?» Ada ferma les yeux, le cœur serré. Vicky courut immédiatement chercher un verre d'eau et Ada, ouvrant les yeux, fixa intensément le patient. Il était le portrait craché de son fils Ozzy, disparu il y a de nombreuses années. « Je vais bien. »« Et quel est votre nom ?» demanda Ada, reprenant ses esprits. « Je m'appelle Tim. »« Timmy, excellent. »« Laisse-moi t'écouter, » dit Ada en souriant, mais elle se dit qu'il est le portrait craché de son fils à l'âge de 5 ans. La femme décide alors de vérifier autre chose. En écoutant Tim, elle a délibérément regardé la tache sous son omoplate gauche et y a trouvé un grain de beauté. Ozzy avait également un grain de beauté à cet endroit. Le souffle d'Ada s'est arrêté un instant. Elle reprend des forces pour terminer l'examen. « Quelles sont vos plaintes ?» Ada demande à la mère de Tim, qui est assise à côté de lui. « Tout, fièvre. » « Il dit qu'il a mal à la gorge aussi, » répondit Bridget avec indifférence. « Je vois. Tim a une infection respiratoire, comme je le pensais. Mais rien de grave. Je vois que tu es un garçon fort et courageux, qui n'a peur d'aucun virus, n'est-ce pas ?» demanda Ada affectueusement au garçon. « Je n'ai pas peur, » répondit-il en souriant, et il eut instantanément l'air d'aller mieux. La femme retient difficilement ses larmes. Elle se sentait tellement désolée pour lui. À ce moment-là, Vicky est revenue au bureau avec un verre d'eau. Bridget s'est emparée du verre sans ménagement et l'a entièrement bu. « En fait, je l'ai apporté pour Madame Dalton », s'indigne la jeune fille. « Elle va bien maintenant, mais j'ai la gorge sèche », dit la mère de Tim d'un ton bourru. Ada se contenta de secouer la tête, rédigeant une ordonnance sur le papier. Lorsque Bridget la lut, elle ne put se retenir et jura bruyamment. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rends compte de ce que tu as écrit? » Elle a commencé à agiter le papier avec émotion. « Je suis toujours dans mon bon sens et parfaitement consciente de ce que j'écris, » répondit calmement Ada. « Quelque chose te gêne? » « Oui, c'est cher. Je vous connais. Vous êtes tous des grippe-sous. Et de mèche avec les pharmacies pour soutirer le dernier centime aux gens. Vous avez une grosse part, ma vieille? Veuillez quitter le bureau. » Vicky fronce les sourcils, mais sa demande reste lettre morte. « Vous ne voyez pas que nous sommes pauvres? Nous ne sommes que des campagnards. Ça nous a coûté trop cher de venir ici. » « Et pourquoi? » « Parce que ce n'était pas rentable d'avoir une clinique dans notre village. » Bridget lance un regard furieux à Tim, qui se recroqueville de peur.
Pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien d'autre que des dépenses. Tu n'es même pas le mien, mais je dois quand même m'occuper de toi. Regarde combien d'argent est dépensé pour toi. Bridget montre son portefeuille vide. Désolé, dit le garçon en essuyant ses larmes avec sa manche. Désolé. J'aurais préféré que tu ne sois pas là du tout. Bridget aurait bien continué à gronder le garçon pour rien, mais elle se tut rapidement, surprise par le regard désapprobateur d'Ada. D'accord, arrête de crier sur l'enfant. Prends l'argent et dépense-le en médicaments, pas en alcool. Je ne me ruinerai pas, et tu seras plus calme et tu cesseras de t'énerver contre Tim. Bridget se figea un instant, puis prit l'argent, pensant que tout le monde dans cet hôpital était devenu fou. Même Vicky ne comprenait pas pourquoi Ada faisait cela. Madame Dalton, nous avons beaucoup d'enfants issus de familles en difficulté ici. Je comprends que vous les aidiez du mieux que vous pouvez. Mais là, c'est trop d'argent. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Il m'a rappelé mon fils, répond la femme. Perdue dans ses souvenirs. Ada et son mari Grégory essayaient d'avoir un enfant depuis plusieurs années, mais sans succès. Ils ont consulté de bons médecins, sont allés à l'église et ont prié. Ils ont même consulté des guérisseurs dans les villages, mais rien n'y a fait. Ada n'arrivait pas à tomber enceinte, ce qui a provoqué une crise dans leur mariage. Ils ont commencé à se disputer souvent, à se faire des reproches et à faire lit à part. L'intimité et la chaleur de leur relation ont presque disparu, remplacées par la souffrance, les larmes dans l'oreiller la nuit et les discussions interminables sur leur relation. Finalement, Grégoire s'est trouvé un amant, ce qu'Ada a découvert presque immédiatement. « Comment as-tu pu, Greg ?» lui demande-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Elle n'a pas crié, elle a parlé très doucement parce qu'elle se sentait anéantie. « Je suis désolée, il n'y a pas d'harmonie dans notre relation ces derniers temps. Nous nous disputons tout le temps et cela m'épuise. Je veux de la chaleur, de l'amour, je veux me sentir utile. Et c'est pour cela que vous avez trouvé un amant, n'est-ce pas? Au lieu d'essayer d'arranger les choses? De parler? De divorcer, éventuellement, si tu ne supportes plus de vivre avec moi? Tout sauf ça. Oh mon Dieu! Ada se couvre le visage de ses mains et fond en larmes. Je comprends que je ne mérite pas ton pardon, mais... Greg ne sait pas quoi dire. Il ne veut pas quitter la famille. J'ai fait une erreur et je suis prêt à la réparer. Une erreur? Une erreur, c'est de poser un papier peint de travers ou de donner de la monnaie en plus à la caisse. Mais ça, Greg, ce n'est pas une erreur. C'est une honte pour nous deux. Une humiliation pour moi personnellement et la destruction de la famille. Je crains que rien ne puisse plus sauver notre mariage. Mais elle avait tort. Alors qu'Ada et Greg avaient presque tout décidé. Ada découvrit qu'elle était enceinte. Ce fut un choc pour elle. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. Quand Ada était jeune, elle n'arrivait pas à tomber enceinte et maintenant, elle et Greg avaient presque 40 ans et cela fonctionnait. Pour s'en assurer, Ada a consulté plusieurs médecins et passé des tests. Ils ont confirmé qu'elle attendait un bébé. Lorsqu'elle a annoncé la grossesse à Greg, il a eu du mal à se tenir debout de joie. Il a instantanément rajeuni et oublié qu'ils étaient sur le point de divorcer. C'est un miracle, Ada. Un vrai miracle. Je t'aime. Il lui a fait faire un tour sur lui-même et l'a embrassé sur le visage. La dernière fois que Greg avait dit qu'il aimait Ada, c'était il y a plusieurs années. Je t'aime aussi, répond la femme avec émotion, pleurant de bonheur. Nous allons avoir un bébé, comme nous en avions rêvé. Je ferai tout pour notre bien. Ne me chassez pas, s'il vous plaît. Je veux élever cet enfant, le voir faire son premier pas, dire son premier mot. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voudrez. Ada sourit, posa sa main sur la joue mal rasée de Greg et l'embrassa.
Je pense que c'est un signe. Nous voulions divorcer, mais ma grossesse nous a donné une seconde chance. Nous allons repartir à zéro, Greg. Nous avons maintenant une grande motivation pour vivre ensemble. Merci, mon amour. Je ne te trahirai plus jamais. Je serai le meilleur mari pour toi et le meilleur père pour notre petit, dit Greg en posant sa main sur le ventre de sa femme. Ozzy fut un véritable bonheur et un salut pour leur famille. Avec le temps, Ada a pardonné à son mari et ils ont commencé à vivre en paix et en harmonie, élevant leur fils tant attendu. Ozzy est devenu un garçon intelligent et obéissant, qui a toujours traité ses parents avec respect et leur a apporté une aide précieuse. Greg et Ada ont essayé de ne rien refuser à leur fils, mais en même temps de ne pas trop le gâter. Cependant, lorsqu'Ozzy a eu 13 ans, une véritable tragédie s'est abattue sur la famille. Greg est mort dans un accident de voiture, percuté par un conducteur ivre. Ada a été bouleversée par cette nouvelle, et de graves problèmes ont commencé pour Ozzy. En raison de l'énorme choc, il a perdu, au sens propre, le don de la parole. Au début, Ada pensait que le garçon ne voulait tout simplement pas parler à qui que ce soit, mais le lendemain, il ne parvenait plus qu'à émettre des gémissements. Ozzy était tellement effrayé qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Il devait faire beaucoup de gestes ou écrire pour communiquer avec les gens. Ozzy passait tout son temps libre avec sa mère. Il l'aidait à s'occuper de la maison et essayait de la réconforter, mais cela ne servait pas à grand-chose. Maintenant, tu es le seul homme et la seule famille, il n'y a plus de père avec nous. Le destin est injuste envers notre famille. Greg n'a rien fait de mal pour mourir ainsi. La mort a pris la vie d'une bonne personne à cause d'un ivrogne, dit Ada, assise en face de la photo de son mari. Je prendrai soin de toi, maman. Tout ira bien pour nous, écrit Ozzy dans un carnet qu'il montre à sa mère. D'accord, sanglote la femme, dont les yeux sont recouverts d'un voile de larmes. Tu as oublié comment parler. C'est bien? Qui sait quand tu pourras à nouveau parler? Et si c'était pour la vie? Ada est horrifiée. Comment allez-vous continuer à étudier? Et vivre? Incapable de contrôler ses émotions, la femme a éclaté en sanglots. Mais Ozzy l'a supporté stoïquement et a continué à écrire. Maman, on se débrouillera. Je suis sûre que je pourrai te reparler bientôt. Désolé de t'avoir contrarié, écrit son fils. Tu me contraries? Mon Dieu, tu es maintenant mon seul bonheur dans cette vie. Ada l'a serré fort dans ses bras. Je t'aime tel que tu es. Je suis juste très inquiète. Ozzy sourit brièvement et embrasse sa mère sur la joue. Quand Ada s'est un peu remise de la mort de son mari, elle a emmené Ozzy chez un spécialiste. Il travailla longtemps avec l'adolescent et finit par lui permettre de parler à nouveau. Ada en était très heureuse, tout comme Ozzy lui-même. Ils ont commencé à planifier son avenir, à savoir où il irait à l'université, ce qu'il voulait faire, combien de notes il voulait obtenir à l'école. Ada a écouté les désirs de son fils, après de longues délibérations, ils ont tout planifié. Mais parfois, la vie nous réserve des surprises, et Ada et Ozzy ont dû faire face à de grands changements. Après la mort de Greg, elle a tout fait pour rendre son fils heureux. Ada sentait que son père lui manquait encore, même si 2 ans s'étaient écoulés. Et elle a tout fait pour que son fils ne sombre pas dans le désespoir. Pendant les vacances d'été, Ozzy a invité son ami Kyle. Ada était au travail et Ozzy devait s'occuper des tâches ménagères de sa mère. Il a donc refusé, mais Kyle a commencé à le persuader. Je t'aiderai à ranger l'appartement plus tard, insiste-t-il. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment envie d'aller quelque part aujourd'hui. J'ai un peu mal à la tête, dit Ozzy. Détends-toi, la douleur va disparaître. Il y aura des filles et quelques-uns de mes amis. Ils viennent de proposer une promenade en bateau. Tu sais à quel point les filles aiment ça. Kyle sourit rêveusement, s'imaginant voir. D'accord,
juste pour un moment. J'ai promis à maman de l'aider. Ozzy ne pouvait pas résister à l'occasion de se montrer aux filles sur le bateau. Il était adolescent et les hormones commençaient à lui donner des papillons dans l'estomac. Ils marchèrent jusqu'à la plage et montèrent dans le bateau. Les filles sont restées sur le rivage pour préparer des sandwichs pour les garçons à leur retour. Et tout aurait pu se passer en douceur si les adolescents avaient tenu compte du fort courant. Ne nous éloignons pas trop, dit Ozzy en regardant le rivage qui s'éloignait. Ouais, allez, Ozzy. Ne te dégonfle pas. Cette rivière est si rapide. Kyle pagait vigoureusement avec un esprit joyeux. Je ne me dégonfle pas, je ne veux pas que les filles nous manquent, dit Ozzy en fronçant les sourcils. En réalité, il avait peur, mais cela valait-il la peine de montrer sa peur devant les garçons? Il aurait l'air d'une mauviette et d'un lâche, et ils auraient vite fait de se moquer de lui. Le bateau, fendant les vagues, navigue vers le centre de la rivière. Ozzy pouvait voir comment les branches et les brindilles passaient rapidement sous l'eau, se tordant et disparaissant dans l'obscurité. Cette danse des brindilles avait quelque chose d'effrayant. Le garçon comprit qu'il ne devrait pas tourbillonner ainsi, que quelque chose ne tournait pas rond sous l'eau. Avant que ses pensées ne se dissipent, le bateau fut projeté sur le côté. La proue plongea sous l'eau et l'ondulation des vagues frappa le côté, renversant le bateau. En un instant, les garçons se retrouvent dans la rivière glacée. Sans crier, ils parviennent à gagner des eaux peu profondes et à atteindre la rive. Tous sauf Ozzy, qui se débattait et n'arrivait pas à nager correctement. Kyle veut le rejoindre à la nage, mais ses amis l'en empêchent. Il va se noyer, s'écrie désespérément Kyle en regardant Ozzy se faire emporter par le courant. Il est encore temps de le sauver. Et nous aurons 2 cadavres au lieu d'un? Tu es fatigué de vivre, ou quoi? Appelons à l'aide. Les garçons jetés du bateau pagaient vers le rivage, le courant a attrapé Ozzy et l'a emporté directement vers les rapides rocheux. Il avait beau essayer de nager, la force impitoyable de la nature était plus forte et l'emportait en aval comme une pierre, entourée de vagues écumantes. Kyle a essayé de trouver de l'aide, mais ses amis l'ont convaincu qu'il n'y avait plus personne pour l'aider. Ozzy était emporté par les flots, ce qui signifiait qu'il était probablement mort. Kyle ne voulait pas le croire. Il s'est disputé avec son ami, qui l'a persuadé de ne pas nager après Ozzy. Puis il a éclaté en sanglots et s'est effondré sur le sable, se prenant la tête dans les mains. Il se dit alors qu'Ozzy ne voulait aller nulle part et qu'il n'aurait pas dû le convaincre. C'est ma faute s'il s'est noyé à cause de moi, murmure le type à voix basse. Je l'ai tué. J'ai tué Ozzy. Kyle se lève immédiatement et court à la clinique où Ada travaille. Voyant l'homme en état de choc, trempé jusqu'aux os, elle lui administre d'abord un sédatif, puis lui demande ce qui s'est passé. Kyle, les larmes aux yeux, a réussi à parler de la rivière, du bateau et du fort courant qui a emporté Ozzy. La femme est devenue pâle. Elle s'évanouit et une infirmière se précipite pour l'aider. Pendant ce temps, Kyle, sous l'effet de l'adrénaline, a appelé l'équipe de recherche et de sauvetage pour leur raconter l'incident. Il a peur d'appeler la police, car il se prend pour un meurtrier. Il faut que j'y aille. Mon garçon, répétait Ada lorsqu'elle revenait à elle. Kyle la conduisit à la plage et ils attendirent ensemble, le souffle coupé, l'apparition d'Ozzy. Tous deux espéraient qu'il avait survécu. Il s'était simplement perdu quelque part et n'avait pas pu revenir. Mais les heures passèrent, puis les jours. Ada n'a pas laissé le téléphone à la maison, dans l'attente d'un appel. Pendant tout ce temps, elle priait et suppliait Dieu de ne pas lui enlever son fils unique. La sonnerie du téléphone a rompu le silence inquiétant qui régnait dans son appartement. On l'informe que le corps n'a toujours pas été retrouvé, seule une chaussure de sport s'est échouée sur le rivage. Vous êtes sûr? Demande Ada d'une voix tremblante. Demande Ada d'une voix tremblante. Oui. Laissez l'espadrille, s'il vous plaît.
Je viendrai la chercher. Elle ouvre le téléphone et fond en larmes, bruyamment, désespérément, sans pouvoir se retenir. Sa poitrine se serre de douleur, son cœur est transpercé par des centaines de poignards. Elle s'allongea sur le canapé et se serra les genoux. Il y a 2 ans, elle avait à peine survécu à la perte de son mari, et sans le soutien d'Ozzy, Ada ne savait pas comment elle s'en serait sortie. Et maintenant, elle avait perdu son fils, dont elle rêvait depuis si longtemps. Elle pensait que c'était Dieu qui lui avait donné un enfant après toutes ses souffrances et ses tentatives de conception. Mais pourquoi alors Dieu l'a-t-il enlevé? Ada ne le comprend pas. Elle s'est retrouvée seule, complètement seule. Et tout ce qui lui restait de son fils, c'était une basket. Elle avait acheté ses baskets il y a quelques jours et Ada avait dit à Ozzy de faire attention à ses nouvelles chaussures. Comment cela a-t-il pu arriver, Ozzy? Comment? Je suis désolée, je n'ai rien vu venir. C'est ma faute. En fait, ce jour-là, Ada ne se sentait pas bien. Elle avait de la fièvre et un chatouillement désagréable dans la gorge. Ozzy propose à sa mère de rester à la maison pour qu'elle ne soit pas obligée d'aller travailler. Il lui promet de s'occuper d'elle toute la journée. Mais Ada refuse, disant qu'elle veut gagner plus d'argent pour acheter un beau cadeau d'anniversaire à son petit garçon. Au travail, cependant, quelque chose d'étrange se produisit. Un petit ange en verre se trouvait sur l'étagère du bureau d'Ada et, soudain, il est tombé et s'est brisé. La collègue d'Ada lui dit alors que c'est un mauvais signe. La femme n'y a pas prêté attention, car elle souffrait de fièvre. Si je n'étais pas allée travailler, je ne l'aurais pas laissé aller à la rivière. Et il ne serait pas parti, mon garçon ne m'aurait pas laissé seul. Seigneur, comment puis-je survivre à cela? Murmure Ada. Et elle, comme toute autre mère, gardait l'espoir que son fils avait survécu. Après tout, son corps n'avait jamais été retrouvé. Elle s'est tournée vers la police. Les équipes de recherche et de sauvetage, et même les organisations bénévoles. Toutes les personnes intéressées se sont empressées de passer au peigne fin des kilomètres de rivière en aval. Les camarades de classe d'Ozzy, les collègues d'Ada, la police et les simples citoyens de la ville. Même des volontaires des régions voisines se sont joints aux recherches. Kyle, ne trouvant aucun réconfort, a accompagné les équipes de recherche tous les jours, pendant des jours entiers, jusqu'à ce qu'il tombe malade, victime d'un gros rhume. Il était prêt à plonger dans la rivière et à inspecter chaque centimètre du fond. Mais même les plongeurs ne pouvaient pas s'immerger, la rivière turbulente ne voulait pas révéler ses secrets. Ozzy n'a jamais été retrouvé. Les sauveteurs conclurent qu'Ozzy avait été emporté par le courant sous un obstacle au fond ou coincé entre des rochers. Ada organisa des funérailles pour Ozzy avec un cercueil vide, elle était la seule à y assister, c'était son souhait. Chaque jour, elle se rendait sur la tombe d'Ozzy, lui parlait, lui apportait de la nourriture qui était ensuite mangée par les corbeaux. Avant de partir, elle lissait le monument, le touchait du bout des lèvres et s'en allait. À la maison, elle fait face à un silence oppressant, à la solitude et à la basket d'Ozzy, qu'elle range soigneusement dans le placard. Parfois, elle la sortait et la tenait contre sa poitrine, comme pour serrer son fils dans ses bras. Avec le temps, la nouvelle de la mort du garçon s'est atténuée. Une plaque commémorative fut accrochée à l'école, un nouveau monument fut placé sur la tombe, et seuls Ada et Kyle lui rendirent visite au cimetière. Quelques années plus tard, elle recueillit un chaton. 2 chiens errants l'ont entouré dans la rue, avec l'intention d'attaquer le petit sans défense. Voyant cela, Ada a chassé les chiens errants et a pris le chaton effrayé avec elle. Maintenant, tu es en sécurité. Tu ne seras pas seule? Et je ne serai pas seule, Lucky, dit Ada en caressant la tête du chaton. Après la mort de son fils, Ada essaya de ne pas aborder le sujet. C'était déjà assez dur pour elle. La perte d'un enfant est toujours un immense chagrin et un choc. Elle s'est rendue au travail,
s'est comportée comme d'habitude, a traité les petits patients avec tremblement et amour. Ses collègues ont d'abord essayé de ne pas la déranger, puis, voyant que la femme s'était rétablie, tout s'est mis en place d'une manière ou d'une autre. C'est du moins ce qu'ils pensaient. Mais même 15 ans après la disparition de son fils, la douleur de la perte transperce Ada. « Où est mon petit garçon ?» dit Ada d'une seule voix. « Madame Dalton, je vais vous apporter de l'eau, » dit Vicky avec inquiétude. « Ce n'est pas la peine, » sourit tristement la femme en retenant ses larmes de toutes ses forces. « Je me suis juste sentie triste tout à coup. Et, tout va bien. Continuons à travailler. » La journée s'écoula comme dans un brouillard. Ada ne cessait de penser à ce garçon. C'est peut-être une réincarnation. Peut-être que mon Ozzy est revenu sous la forme de ce garçon. Non, je dois penser de façon réaliste. Comment une telle ressemblance est-elle possible? Je me demande qui sont ses vrais parents. Après avoir terminé sa garde, Ada décide fermement de tout découvrir, réalisant que cet incident ne la laissera pas en paix. Elle a consulté le dossier médical de Tim et a trouvé l'adresse dont elle avait besoin. Le samedi, elle a pris le bus le plus tôt et s'est rendue à l'établissement. Elle est submergée par l'excitation. Ada avait peur, mais elle n'avait pas peur d'apprendre la vérité. Pour une raison ou pour une autre, elle sentait que ce jour pouvait tout changer dans sa vie. Bridget et Tim vivaient dans un quartier pauvre. Il était évident que l'administration ne voulait plus y investir et attendait qu'elle s'éteigne d'elle-même. Les gens déménagent en ville ou dans des villages plus importants parce qu'il n'y a pas de vie ici. La vieille église à ferrement, un magasin aux murs sales et de vieilles maisons défraîchies, inclinées ou même brûlées ne faisaient qu'ajouter à la morosité et au désespoir de cet endroit. Ada se sentait mal à l'aise. Elle voulait emmener Tim loin d'ici immédiatement pour qu'il ne grandisse pas dans un tel environnement. Elle espérait qu'au moins sa maison serait un peu plus belle, mais elle se trompait. Bridget et l'enfant vivaient dans une maison délabrée. La cour était jonchée d'ordures et de bouteilles. La clôture était sur le point de s'effondrer sous l'effet d'une rafale de vent. Ada se croisa et frappa à la porte. « Qui est là ?» Une voix féminine rauque sortit de derrière la porte. « La pédiatre. Vous êtes venu me voir avec Timmy hier. De quoi avez-vous besoin ?» Ada surgit de derrière la porte, visiblement mécontente de la visite inattendue d'Ada. « Pour parler. » Bridget soupira lourdement mais laissa tout de même entrer l'invité. Étrangement, l'intérieur n'était pas aussi horrible que l'extérieur. Il n'y avait pas de détritus qui traînait, pas de saleté. À l'exception de la vaisselle non lavée dans l'évier. « Où est Tim ?» demanda Ada. « Il dort », dit Bridget en faisant un signe de la main. « Enfin, il dort. Il m'a déjà ennuyé. Il m'est tombé dessus comme la neige sur la tête. Je suis sa tante et ma sœur est morte il y a quelques années. Une voiture l'a renversée alors qu'elle traversait la route en ville. Un type riche qui n'a même pas payé d'amende. Et j'ai pris son fils, maintenant il reçoit de l'argent pour la perte du soutien de famille. Mais bien sûr, je prends cet argent. Je dois le soutenir d'une manière ou d'une autre. » Ada pinça les lèvres d'un air désapprobateur, réalisant que l'argent n'était clairement pas destiné à de la bonne nourriture et à de la cuisine. Mais à une bouteille. Un jour, il me rendra folle. Je l'emmènerai dans un orphelinat. Oui, je me retrouverai sans argent, mais au moins je n'aurai pas à souffrir avec lui. La femme soupire de fatigue. Je n'aime pas les enfants des autres. J'ai voulu en avoir un moi-même, mais ça n'a pas marché. Et le père? Où est-il? Demanda poliment Ada, même si elle avait envie de frapper Bridget. Elle n'avait jamais ressenti de tels élans d'agressivité de sa vie, mais elle en était capable. Elle n'avait jamais ressenti de tels élans d'agressivité dans sa vie, mais elle en était capable. Mais cette femme lui inspirait un véritable dégoût et du mépris.
Elle ne comprenait pas comment on pouvait traiter ainsi un enfant innocent et irréprochable. Oh, ma sœur et lui se sont séparés avant même la naissance de l'enfant. Elle n'a même pas essayé de le retrouver quand elle a appris qu'elle était enceinte. Et c'est bien normal. Pourquoi a-t-elle besoin de lui? Il n'est personne. Elle n'a jamais compris les gens et a toujours eu des relations avec des types bizarres. Tout de même, Bridget, savez-vous où se trouve le père de Tim? Oui, il travaille comme concierge dans la ville voisine. Il y a un parc près de la mairie. C'est là qu'il balaie toujours. Vous vous rendez compte? Ma sœur a été assez intelligente pour se mettre avec un concierge. Horrible. Bridget rit et Ada tressaille. Peut-être? Non, je ne peux pas espérer, mais ça colle. Pourquoi ne donnes-tu pas Tim à son père? Il n'est pas au courant. Il ne figure pas dans les documents de l'enfant. Et pourquoi? Pour qu'il ait tout l'argent? Pas question. J'ai besoin d'argent aussi. Élever des enfants, tu sais, ce n'est pas facile. Je sais, marmonne Ada. En essayant de se calmer mentalement. Son cœur était sur le point d'exploser sous l'effet de l'excitation. Tu aurais dû tout lui dire. Pourquoi priver l'enfant de son père? Il ne vaut rien, c'est un homme terrible. Et il essaierait de prendre mon enfant. Non, je n'ai pas besoin de tels problèmes. Mais tu n'as pas besoin de lui non plus. Ada proteste bruyamment. N'élève pas la voix contre moi. Bridget se fâche. Et qu'est-ce que tu viens faire ici de toute façon? Qui est le père de Timmy et qui ne l'est pas? Va te faire voir et ne reviens jamais fourrer ton long nez dans nos affaires de famille. Dieu te punira, j'en suis sûre. Ada secoua la tête. Ne me fais pas peur. Je m'occuperai de tout le monde moi-même. Et si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle les gars du coin. Et ils ne seront pas très polis en vous montrant la sortie. Ada n'avait pas l'intention de rester une minute de plus dans cet endroit horrible. Certes, elle voulait vraiment voir Timmy, savoir comment il se sentait. Mais elle ne voulait pas s'attirer des ennuis. Ada se fixa comme objectif de sortir le garçon de ces conditions terribles, quoi qu'il lui en coûte. Je reviendrai, Timmy, se dit Ada en se tenant à l'arrêt de bus. Mais elle n'avait pas l'intention de rentrer chez elle. Dans sa ville, elle passait tous les jours devant la mairie pour se rendre au travail, mais il n'y avait pas de parc. Elle monta donc dans un autre bus, qui se dirigeait vers la petite ville voisine. Ada y était allée plusieurs fois et savait où se trouvait la mairie. Assise près de la fenêtre et regardant le paysage morne, Ada se dit que la route semble interminable. L'attente lui paraissait toujours horriblement fastidieuse et torturante. Et l'attente mêlée à l'espoir est une combinaison mortelle. Des sentiments de foi oubliés depuis longtemps se réveillèrent en elle et jouèrent avec une vigueur renouvelée. Ada ne pensait pas qu'elle pouvait se tromper. Non. Elle ne voulait pas y croire. Pour la première fois depuis 15 ans, elle se sentait vraiment vivante et même jeune. Et elle voulait profiter de ses sensations, ne serait-ce qu'un peu. Lorsqu'Ada arriva et passa l'arche de béton du portail, elle vit un homme de grande taille, âgé d'environ 30 ans, qui balayait le chemin des feuilles mortes. Il était en tenue de travail. On aurait dit qu'il ne remarquait personne et qu'il se concentrait sur son travail. Il a rassemblé toutes les feuilles qu'il avait ramassées avec son râteau dans un grand sac en plastique. Ada sortit ses lunettes de son sac à main, les mit et le regarda attentivement. Lorsque l'homme se redressa, Ada pensa que son visage lui était vaguement familier. Elle était tellement absorbée par son observation qu'elle ne réalisa pas tout de suite que le concierge l'avait remarquée et la regardait d'un air interrogateur en haussant un sourcil. « Femme, de quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Tu as perdu quelque chose ici ?» Ada porta lentement la main à sa bouche et les larmes montèrent à ses yeux. Elle se sentait mal. L'homme, remarquant cela, l'aida à s'asseoir sur le banc.
Ada saisit la manche de son uniforme de travail et continua à marmonner. Fils, fils. Le concierge n'a rien compris, mais il est déconcerté. Il ne savait pas quoi faire ni comment réagir, car l'étrangère n'était manifestement pas elle-même. Vous avez besoin d'aide, demanda-t-il en la regardant dans les yeux. La douleur qu'il y voyait le mettait mal à l'aise. Fils, dit Ada d'un ton plaintif, elle lui prit la main, et soudain un violent mal de tête transperça l'homme. Il réussit à s'asseoir sur le banc et serra les poings, incapable de faire face au flot de souvenirs qui l'inondait soudain, ne lui laissant aucune chance de résister et de s'opposer à la force invisible. La barrière protectrice de la mémoire, qui avait empêché l'homme de se souvenir de tout ce qui lui avait été caché pendant de nombreuses années, s'effondra. Et pour se souvenir, il y avait quelque chose. Des images horribles apparurent dans son esprit, lui coupant le souffle, la rivière, le courant fort, et un garçon de 15 ans luttant désespérément pour sa vie, essayant d'atteindre la rive. Cependant, il ne pouvait pas résister à la force inflexible de la nature. Il n'avait pas la possibilité de crier ou de respirer. Il était tiré vers le bas. Elle l'emportait vers le bas, comme ces mêmes brindilles qui l'effrayaient, et il n'y avait qu'une seule pensée claire dans son esprit. Je vais mourir maintenant. Je n'y arriverai pas. Je vais me noyer. C'est alors qu'il a été projeté en l'air. Pendant quelques instants, ses poumons se sont remplis d'air. C'était si facile qu'Ozzy, malgré la situation, soupira de joie. C'était le salut. Mais l'instant d'après, l'eau l'a projeté avec une force écrasante sur les rochers, puis une douleur sourde et forte est apparue à l'arrière de sa tête et le monde autour de lui s'est obscurci. Ozzy ne savait pas combien de temps s'était écoulé et ce qui lui était arrivé. Lorsqu'il ferma les yeux, une douleur atroce l'assaillit. Tout tournait devant ses yeux. Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre un tant soit peu ses esprits. L'homme regarda autour de lui. Il était couché dans une masure. Il y avait une bonne odeur de nourriture dans l'air et un vieil homme se tenait près du fourneau, apparemment en train de préparer quelque chose. Ozzy ne savait pas que cet homme l'avait trouvé il y a quelques jours en se promenant. Le type était allongé sur le rivage, inconscient. Mouillé, froid. Il ne respirait pratiquement plus. Franklin ne pouvait pas passer à côté de lui. Il s'est approché et l'a examiné. Le jeune homme était vivant, et l'homme décida de le ramener chez lui. Il avait l'air fort, il pouvait encore être utile à la maison. Franklin lui-même se sentait un peu seul dans sa masure. Le destin ne lui avait donné ni femme, ni enfant, ni même une maison normale. Franklin a donc passé toute sa vie à errer. La solitude qui dure des décennies est plus effrayante que la mort. Au fil des ans, Franklin devint un paria pour tout le monde, quiconque le voyait craignait le vieil homme fou. Et lui, à son tour, cherchait désespérément de la compagnie, qu'il s'agisse d'animaux de la forêt ou même de poissons dans la rivière. Tout ce que l'âme de Franklin désirait, c'était de trouver une personne à qui dédier le reste de sa vie. À la maison, Franklin regarda l'adolescent et remarqua une forte ecchymose sur la tête du garçon. « Eh bien, tu n'as pas de chance. » Franklin se gratte la tête. « Au moins, tu es en vie, mais j'ai vu tant de jeunes mourir dans ma vie. Tout le monde se jette dans cette rivière et se noie. Des imbéciles. » Le vieil homme se lamente. Il y a eu beaucoup de morts. Ce n'est pas une rivière, c'est un vrai cimetière. Il attendit que l'homme revienne à lui. Alors, Ozzy ouvrit les yeux et appela faiblement son sauveur. Il s'est enfin réveillé. Le vieil homme sourit et tendit un verre d'eau au garçon. « Où suis-je et qui es-tu ? » « Qu'est-ce que je fais ici ? » demanda Ozzy en grimaçant de douleur. Il prit le verre et le but entièrement. « Eh bien, mon fils, tu ne te souviens de rien, n'est-ce pas ? Juste mon nom, Ozzy. Eh bien, c'est bien. Tu as oublié ton père ? Comment ça se fait, Ozzy ?
Je t'avais dit de ne pas aller dans cette rivière. Mais non, tu ne m'as pas écouté, espèce de vaurien. Tu as failli me faire mourir. Vous êtes mon père? Le garçon demanda bêtement, regardant l'homme aux cheveux gris avec un regard perdu. Franklin sourit et tapota l'épaule d'Ozzy. Il avait délibérément trompé l'adolescent pour le laisser vivre avec lui. Le garçon ne se souvenait toujours de rien. Et Franklin ne pouvait pas savoir d'où il venait et qui étaient ses parents. Il a décidé qu'il valait mieux l'héberger avec lui plutôt que de l'envoyer dans l'inconnu. Et s'il lui arrivait encore quelque chose? S'il est orphelin ou si ses parents sont alcooliques? Franklin évalue tous les risques, car la mémoire du garçon peut revenir à tout moment. Mais d'un autre côté, il est déjà si fatigué de cette solitude sans fin. Des légendes circulent sur sa masure. Les gens ont peur de lui et l'évitent. Même lorsque Franklin essayait de les aider à sortir de la forêt. Pour tout le monde, il restait un vieux fou aux mains tachées de sang, alors que Franklin était quelqu'un de très gentil. Même la solitude ne gâchait pas son âme. Je n'ai rien de toute façon. Juste mon taudis, qu'on ne peut même pas appeler une maison. Qu'est-ce que je vais perdre? Si la mémoire d'Ozzy ne revient pas, j'aurai un fils, ma joie de vivre, se dit Franklin, décidant finalement de ne pas dire la vérité au jeune homme. Oui, je suis ton père, dit Franklin en souriant d'un air édenté. Et où est maman? Maman nous a quittés il y a longtemps. Elle nous a quittés, toi et moi, il y a de nombreuses années, ment habilement Franklin. Mais ce n'est pas grave, Ozzy. Nous avons déjà fait face à ces choses et nous allons y faire face maintenant. Ta mémoire te reviendra. Tu te souviendras de tout. Tu as faim? Oui, un peu. Merci, Ozzy a souri à Franklin, et le cœur de l'homme a fondu. Il savait qu'il faisait mal, mais il ne voulait pas laisser partir le garçon maintenant. La masure de Franklin se trouvait dans la forêt, mais pas dans les profondeurs de la nature. Cependant, il n'y avait pratiquement personne dans les environs. De temps en temps, des cueilleurs de champignons et des jeunes gens venaient se détendre dans la forêt près de la rivière. Ozzy se trouvait à plusieurs kilomètres de sa ville natale, et il avait complètement perdu le contact avec son passé. C'est pourquoi sa mémoire n'est pas revenue, au grand bonheur de Franklin. Franklin aida Ozzy à reprendre des forces, et sa vie commença à prendre de nouvelles couleurs. Lui et son fils adoptif allaient ensemble à la cueillette des champignons et des bailles, passaient toutes les soirées ensemble à se raconter des histoires. Et chaque fois qu'Ozzy l'appelait papa, le vieil homme retenait difficilement ses larmes. Il avait désormais une famille, celle dont il rêvait depuis tant d'années. Et même s'il l'avait acquise par la tromperie, cela n'avait pas tant d'importance pour Franklin. Il pouvait désormais parler calmement à Ozzy et sentir que quelqu'un avait besoin de lui. Ozzy s'attache à Franklin. Il le considère vraiment comme son père. En outre, il croyait que sa vraie mère avait pris leur maison et les avait jetés à la rue. Selon Franklin, il était malade et ne pouvait pas travailler. Lui et le petit Ozzy ont donc dû construire cette masure dans la forêt pour s'abriter. Le jeune homme ne comprenait pas comment sa mère avait pu lui faire ça. Franklin a même suggéré à son père de la retrouver et d'arranger les choses, mais Franklin l'en a dissuadé et a dit à Ozzy de se laisser aller et d'accepter la situation. Papa, on devrait peut-être construire une vraie maison, hein? Je trouverai un emploi et avec mon salaire, nous travaillerons à la construction. Ma santé n'est plus ce qu'elle était, Ozzy, dit Franklin. Des années se sont écoulées depuis que le vieil homme a trouvé le garçon. Laisse-moi m'en occuper. Je ne veux pas vivre dans cette masure. Fils, il ne me reste plus beaucoup de temps. Laisse-moi mourir ici. Ce furent les 4 meilleures années de ma vie. 4? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Mais Franklin se contente de sourire mystérieusement. Après avoir fini son thé, il s'est allongé dans son lit, et au matin, il n'était plus là. Il avait un cœur fragile, ce qu'Ozzy ne savait pas.
Ce dernier savait que son père avait des problèmes de santé, mais pas au point de mettre sa vie en danger. Franklin lui-même ne voulait pas se plaindre de son état pour que son fils ne s'inquiète pas trop pour lui. Il voulait passer ses derniers jours avec lui dans la paix et la joie tranquille plutôt que dans le chagrin et l'anticipation de la mort. Le départ de son père fut un véritable coup dur pour Ozzy, car à part lui, le garçon n'avait personne. Il l'enterra à côté de la masure parce que papa aimait cet endroit et ne voulait pas le quitter avant la fin de sa vie. « Tu vas me manquer, papa, dit Ozzy, assis près de la tombe fraîche. Je ne peux pas rester ici. Je vais probablement aller en ville. Je trouverai un travail, une fille, je me marierai et nous aurons une famille. Si j'ai un fils, je lui donnerai certainement ton nom. Je te dois tout, papa. Tu ne m'as pas abandonné, contrairement à maman. Et même si nous avons eu des moments difficiles, nous avons fait face à tout, et je chéris le temps passé avec toi. Je t'aime. Ozzy essuie une larme et passe sa main sur le sol froid. Après la mort de son père, Ozzy a déménagé en ville, mais pas dans sa ville natale. D'habitude, Franklin et lui se rendaient dans une petite ville pour y vendre des champignons et des bailles. Franklin espérait qu'Ozzy ne connaîtrait pas cette ville et que sa mémoire ne reviendrait pas. Et les espoirs de l'homme étaient justifiés. Il est vrai qu'il n'a pas été facile de trouver un emploi. Ozzy n'avait aucun document et aucune compétence. Il a même dû réapprendre à lire à l'adolescence, parce qu'après son traumatisme crânien, il avait oublié comment faire. Ozzy errait dans les rues, essayant de trouver un endroit où aller, mais en vain. Cependant, un vieil homme a eu pitié de lui, voyant Ozzy dormir sur un banc dans le parc. « Qu'est-ce que tu fais à dormir ici ? Tu n'as pas de maison, demande l'homme. Non, répond Ozzy. J'ai vécu tout ce temps avec mon père dans la forêt. Dans une vieille masure. Mon père est mort il y a quelques jours, et je suis venu ici pour trouver un travail et repartir à zéro. Mais je n'ai pas de papier, pas de compétences, rien, dit tristement le jeune homme. Oh, mon pauvre. Nous ne pouvons pas laisser un si jeune homme se perdre comme ça. Je travaille comme gardien à la mairie. Je peux m'arranger pour que tu aies un endroit où loger. Voulez-vous rester avec moi quelque temps ? Ma femme et moi vivons à proximité dans un dortoir. On y est à l'étroit, mais au moins tu auras un toit au-dessus de ta tête, dit Ethan. Vraiment ? Ce serait formidable. Je vous en serai très reconnaissant. Ozzy s'est illuminé en un instant. Ethan réussit à trouver un emploi pour Ozzy, qui devint donc concierge. Pendant plusieurs mois, il a vécu avec Ethan et sa femme, s'est procuré des papiers pendant cette période, puis a commencé à louer un appartement dans le même dortoir. Désormais, il est Ozzy Gardner. Il a dû rapidement se trouver un nom de famille sur le panneau d'affichage le plus proche de la ville. La vie était simple, sans fioritures, mais Ozzy en était satisfait. Quelques années plus tard, il rencontre Jessica, la cousine de Bridget, avec qui il entame une relation. Ozzy est fou amoureux. Il était prêt à tout pour elle. Cependant, leur relation est gâchée par la jalousie, qu'Ozzy a du mal à contrôler. Après tout, Bridget, la sœur de Jessica, ne cessait de répéter que cette dernière avait plein d'admirateurs dans le village, alors qu'Ozzy n'était qu'une piste d'atterrissage d'appoint. « Tu mens », dit Ozzy avec colère en attendant sa bien-aimée à l'arrêt de bus. Bridget passait par là et l'a remarqué par hasard. C'est que Bridget aimait aussi beaucoup Ozzy. Elle aimait se faire passer pour une femme importante, mais n'était pas difficile avec les hommes. En fait, le fait qu'Ozzy travaille comme concierge ne la dérangeait pas. Pourquoi mentirais-je ? Je vous préviens. Ma sœur a déjà brisé beaucoup de cœurs. Un type a même failli se pendre après avoir rompu avec elle. Arrête de dire n'importe quoi, dit Ozzy en serrant les dents, bien qu'un vilain sentiment de jalousie se soit emparé de son âme. Jessie était en effet une fille belle,
gentille et joyeuse qui pouvait facilement captiver n'importe qui. Je ne vous souhaite que du bien. Tu sais, tu as juste besoin d'une fille digne de ce nom qui ne regardera personne d'autre. Quelqu'un qui te rendra vraiment heureux. Bridget s'est approchée d'Ozzy et a posé sa main sur sa poitrine. Tu fais allusion à toi-même? Et pourquoi pas? Elle sourit timidement. Premièrement, j'aime Jessica. Deuxièmement, je ne supporte pas les femmes qui boivent et tu empestes constamment l'alcool. Donc, ça ne marchera pas. Il repousse brutalement ses mains. Connard! S'écrie-t-elle. Néanmoins, les mots sur le fait que Jessica avait beaucoup d'admirateurs n'ont pas quitté son esprit. Cela le tourmentait d'imaginer sa bien-aimée passer du temps avec quelqu'un d'autre dans son village pendant qu'il vivait en ville. C'est alors qu'Ethan suggéra à Ozzy d'épouser Jessica et de l'installer en ville pour qu'il ne souffre plus de leur séparation. Cette idée a plu à Ozzy, qui avait déjà songé au mariage. Ethan et sa femme l'ont aidé à trouver de l'argent et le jeune homme a acheté une bague. Lorsqu'il s'est présenté à Jessica, celle-ci n'a pu contenir ses larmes de joie et a immédiatement accepté d'épouser Ozzy. Bridget était également présente à ce moment-là et plus tard, elle était tellement ivre qu'elle s'est endormie sur un banc dans son jardin. Mais le mariage n'a jamais eu lieu. Ozzy et Jessie ont rompu. Même après s'être fiancés, ils n'arrêtaient pas d'être jaloux et Jessica en avait assez. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Et Ozzy ne pouvait pas supporter la jalousie alimentée par ses propres insécurités. Constamment attisé par Bridget. Les pensées de ne pas être assez bon s'insinuaient dans sa tête de plus en plus souvent. Qui était Ozzy? Un type sans éducation, qui écrivait avec des fautes et qui, aussi loin qu'il s'en souvienne, n'avait lu que quelques manuels et journaux. Il a grandi dans la forêt avec son père malade, loin de la société civilisée. Et à la fin, il n'était plus qu'un simple concierge sans aucune perspective d'avenir. Elle ne me tolère que par pitié. Jessie est trop gentille pour me quitter. Elle a quelqu'un d'autre, j'en suis sûre. Un homme sérieux, fiable, compétent, avec de l'argent. Une vraie société, pas un reclus de la forêt, pensait Ozzy tous les soirs, exprimant même parfois des pensées similaires à Jessica directement. Si tu ne peux pas me supporter, alors c'est fini. Dit-il brusquement après une nouvelle querelle. Cela lui faisait mal de dire cela, mais mentalement, il s'y préparait déjà, sachant qu'elle partirait. Bon, d'accord, dit Jessie d'un geste dédaigneux de la main, avant d'ajouter, j'ai plein de prétendants. Alors, ce n'est pas une grosse perte, dit-elle d'une voix tremblante. Alors va les voir, a crié Ozzy, et Jessie est partie. Pendant plusieurs semaines après la rupture, Ozzy n'a cessé de revenir. Ethan a insisté pour qu'il aille au village et qu'il se réconcilie avec Jessie. Après tout, ils étaient jeunes, ils avaient rompu pour une raison aussi stupide. Tu es encore une tête brûlée. Tu ne penses pas du tout à l'avenir. Si tu l'aimes, bats-toi pour qu'elle revienne, dit Ethan. Je ne sais pas, c'est tellement compliqué. Vous vous êtes compliqué vous-même. Je vous le dis, allez vous réconcilier avec votre bien-aimé. Ozzy était tellement fatigué des émotions négatives et du sentiment de désespoir après la rupture qu'il décida d'écouter le conseil d'Ethan. En chemin, il achète un modeste bouquet de fleurs pour Jessica. Mais dès qu'il est entré chez elle, il a vu que Jessie était là avec un autre homme qui la prenait dans ses bras et l'embrassait. C'est vrai, dit Ozzy à voix basse en secouant la tête avec déception. C'est comme ça que tu m'as aimé? Tu as sauté dans le lit presque tout de suite après la rupture. Ozzy, non. Ce n'est pas ce que tu crois. Jessie commence à se justifier. Ma sœur avait raison à ton sujet. J'étais ton soutien. Et ce type, apparemment, était l'option principale, n'est-ce pas? Ozzy lança un regard furieux à l'homme. Vous feriez mieux de partir, dit Jessie. On a quand même rompu. Pourquoi es-tu venu?
Je voulais te rendre ton aile. Je t'aime, imbécile. J'ai espéré notre réconciliation en vain. Ozzy a jeté le bouquet par terre et est parti. Il avait vraiment envie de frapper ce type au visage, mais il retint sa colère. Il ne voulait pas s'attirer des ennuis. Dépité et brisé, il se dirigea vers l'arrêt de bus et rencontra Bridget en chemin. Elle comprit immédiatement que quelque chose était arrivé à Ozzy, car il avait l'air désemparé. « Tu rends visite à ta sœur, hein ? Et elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. » « Oui, j'ai vu, » dit Ozzy. « Je t'avais prévenu. Tu vois où ça t'a mené. Je suis désolé pour toi. Tu es un bon gars. Viens, allons chez moi. On parlera, on boira un verre, ça ira mieux. Je préfère rentrer chez moi. Non, tu ne devrais pas être seul en ce moment, Ozzy. Fais-moi confiance. Bridget la prit par la main et la conduit chez elle. Puis elle sortit une liqueur maison et Ozzy et elle burent. Il lui a dit combien il aimait Jessie, combien il voulait l'épouser et avoir des enfants. Et elle, ingrate, l'a échangé contre un autre homme. Je suis déçu par l'amour, Bridget. Ozzy était complètement ivre. Il n'y a pas de femme décente. Il y en a, Ozzy, il y en a certainement. C'est juste que tu ne les remarques pas. Tu es un homme si bon, si merveilleux, si beau. Si important. Ma sœur est une idiote de t'avoir échangé contre quelqu'un d'autre. Je ne te ferai pas ça. Je prendrai soin de toi et te rendrai le plus heureux possible. Bridget embrassa son visage et déboutonna sa chemise. Ozzy résiste un peu, mais ne peut pas résister. Elle lui a donné ce dont il avait besoin, du soutien et le sentiment qu'il était nécessaire et aimé. Ils passèrent toute la nuit ensemble. Tôt le matin, Ozzy est parti et n'est jamais revenu dans ce village. Il ne voulait pas avoir affaire à Jessie, qui lui avait brisé le cœur, et à Bridget, à qui il avait brisé le cœur en partant en traître. C'est après cela que Bridget s'est fortement alcoolisée et qu'elle a nourri un énorme ressentiment à l'égard d'Ozzy. Au début, elle l'a attendu, elle est venue en ville. Elle a essayé de le trouver et de lui parler, mais ça n'a pas marché. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu toute motivation pour améliorer sa vie. Après tout, elle ne s'imaginait qu'à côté d'Ozzy. C'est pourquoi elle a commencé à le vilipender et à le mépriser. Les souvenirs des 15 dernières années ont défilé dans la tête de l'homme, littéralement en quelques minutes. Mais d'autres sont venus, des moments de sa vie dans sa vraie famille. La mort de son père, les soins prodigués à sa mère, ses amis, et cette fatale traversée en bateau. Ozzy pensait être seul après la mort de Franklin, mais il avait en fait une famille, une mère dont il ignorait tout jusqu'à ce qu'il la voie dans le parc. « Maman », dit l'homme à voix basse en regardant Ada. « Mon fils chéri. » Ada fondit en larmes et le serra très fort dans ses bras, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Je suis désolée, je t'ai vu il y a longtemps. Je pensais que tu étais mort. Ils ne t'ont pas trouvé, il ne restait que ta chaussure. J'ai essayé de les faire chercher à nouveau. Mais en vain. Et je suis ta mère. J'aurais dû sentir que mon petit garçon était vivant. » Elle pleure en réalisant le nombre d'années qui se sont écoulées. Et ces 15 années se sont étendues comme une éternité dans la solitude. Tu n'as rien à te reprocher, maman. Ozzy sourit et essuie les larmes sur sa joue. Je ne me souvenais de rien à propos de toi et de ma vie passée. J'étais une personne différente uniquement parce qu'on ne m'avait pas dit la vérité. Et je dois te dire ce qui m'est arrivé. Allons au dortoir, maman. Il y fait chaud et agréable. Je t'offrirai du thé. Allons-y, mon garçon. Lorsqu'ils s'assirent tous les deux dans sa chambre, ils n'eurent pas la force de croire que tout cela était vraiment en train de se produire. Ada ne se lassait pas de son fils, qui lui était soudain revenu.
Et Ozzy était choqué par le fait qu'il avait vécu la vie de quelqu'un d'autre pendant de nombreuses années, sans même se douter qu'il avait la sienne. Ozzy aurait pu en vouloir à Franklin, qui ne lui avait pas dit la vérité à l'époque. Mais l'homme n'a pas trouvé la force de le faire. Franklin l'a sauvé de la mort, l'a aidé à se rétablir et à repartir à zéro. Après tout, Ozzy le considérait comme son père. Et même lorsque la vérité a été révélée, Ozzy a continué à percevoir Franklin comme un second père. Ada, elle non plus, n'en voulait pas à Franklin, même s'il lui avait enlevé son unique enfant. Il était déjà mort, et il a sauvé Ozzy. Et il est effrayant de penser à ce qui serait arrivé à son fils si Franklin ne l'avait pas trouvé ce jour-là. Il serait probablement mort. Quand Ada a parlé de Bridget, Ozzy s'est instantanément assombri. Ada a dit que Bridget était complètement ivre et qu'elle élevait son fils. Quoi? J'ai un fils? L'homme manque de se renverser du thé chaud sur la tête. Oui, et elle ne veut pas vous le rendre, dit la femme en secouant la tête. Vous devriez le voir? Dans quelles conditions il grandit? Dans une vieille maison qui est sur le point de s'effondrer, avec une tante alcoolique qui, au fond, ne se soucie pas de l'enfant. Elle ne le garde que pour l'argent et ne veut même pas te montrer Timmy parce qu'elle a peur que tu l'emmènes. Un fils? J'ai un fils. Ozzy s'est pris la tête. Jessie. Et je ne suis jamais allée à son enterrement. Bridget m'a juste écrit que Jessica était partie. Mais rien à propos d'un fils. Ozzy a poussé un juron, fixant un poing sur la table. Si je n'avais pas vu Timmy, je n'y aurais même pas pensé, renifla Ada avec un sourire heureux. Il te ressemble tellement. Même le grain de beauté sous l'omoplate, comme le tien et celui de ton père. Je ferai en sorte que mon fils vive avec moi, pas avec cette folle alcoolique. Combien de sang a-t-elle bu de moi et de Jessica à cause de son engouement obsessionnel? Ozzy serre le poing. C'est donc ça? Ada secoua la tête. On dirait que tu lui as brisé le cœur. C'est pour ça qu'elle a gardé le silence sur Timmy. Mais elle m'a dit quelque chose de complètement différent. Oh là là. Ada soupira lourdement et fronça les sourcils. Elle n'est toujours pas indifférente à ton égard, Ozzy. Elle cherche à se venger, par de sales moyens. Je ne la laisserai pas ruiner la vie de mon fils. Ozzy devint si sévère qu'Ada tressaillit même un peu. Mais lorsqu'elle lui toucha la main, l'homme s'adoucit immédiatement et son regard se remplit de chaleur et d'amour. Ada a ramené Ozzy chez lui et il s'est souvenu de son enfance et de sa jeunesse passée dans cet appartement. Enfin, il se sent chez lui. Lucky étudiait le nouveau locataire avec curiosité et s'est rapidement habitué à Ozzy. Ada a montré à son fils les photos de son enfance et Ozzy s'est peu à peu souvenu de sa vie. Il n'arrivait pas à croire qu'un jour, un incident avait tout fait basculer. Ozzy avait peur de subir le même sort que Franklin. Mais après l'apparition de sa mère, il se débarrasse de tous ses doutes. Quelques jours plus tard, ils se rendirent au village. Comme prévu, Bridget ne voulait pas donner Timmy à Ozzy et Ada. Elle jura, menaça d'appeler des durs à cuire pour chasser les invités indésirables. La femme ivre s'est enfermée dans la maison et n'a laissé entrer personne. Tu aurais dû y penser plus tôt, a crié Bridget. Tu prétends être noble ici, mais tu te souviens de la façon dont tu m'as traité? Tu as couché avec moi et tu es parti comme un lâche. Et je suis tombée enceinte de toi, mais j'ai perdu le bébé. À cause de toi, d'ailleurs. Tu l'as perdu parce que tu buvais. Ozzy n'a pas été influencé par nos manipulations. Je suis désolée que les choses aient tourné ainsi entre nous. Mais vous n'avez pas le droit de garder mon enfant. Tu ne l'as découvert que récemment. J'ai pris soin de Timmy toutes ces années et tu étais parti quelque part. Tu ne m'as rien dit de lui toi-même. Je vous le dis gentiment, rendez-moi mon fils. Sors d'ici et ne te montre plus jamais. Bridget s'arrêta de crier et soudain, on entendit le cri d'un enfant.
Ada et Ozzy échangent un regard et se comprennent sans mot dire. Ils sont désolés pour Tim et décident de se battre pour lui jusqu'au bout. Après avoir tenté en vain de négocier avec Bridget, ils se sont tournés vers les services de protection de l'enfance. Il s'est avéré très difficile de les intéresser à cette affaire. Mais soudain, une personne est apparue qui les a littéralement sauvés. Ozzy, un homme fort et en pleine forme, vêtu d'un uniforme de policier, expire brusquement puis s'appuie contre le mur, tenant à peine sur ses pieds. Il devait respirer très souvent et profondément pour empêcher la nausée montante d'éclater. Kyle? Ozzy était lui-même choqué. Tu t'es noyé? On t'a cherché jour et nuit. J'ai trouvé ta basket. Malgré sa bravoure apparente, Kyle était redevenu le même adolescent. J'ai trouvé ta basket. Nous t'avons enterré. Je me rends sur ta tombe tous les mois. En voyant comment Kyle, brisé par le chagrin, le regardait, Ozzy n'a pas pu se retenir et a serré son vieil ami dans ses bras. Je n'ai moi-même appris ce qui s'était passé qu'il y a quelques jours. Je ne me souvenais de rien et pendant toutes ces années, j'ai vécu une vie complètement différente. J'ai même eu un autre père. Ozzy. Kyle n'a pas lâché son ami et l'a mangé en essuyant ses larmes avec un sourire. J'ai un fils et nous avons vraiment besoin d'aide pour le récupérer. Un fils? Et lui? Le professionnalisme de Kyle se mit en marche et il se redressa instantanément. Ozzy lui a raconté ce qui s'était passé et Kyle, plein de détermination, a dit qu'il s'occuperait personnellement de l'affaire. Cela a pris un certain temps, mais les résultats ont été au rendez-vous. Tout d'abord, un test ADN a été effectué et a montré qu'Ozzy était bien le père biologique de Tim. Deuxièmement, Tim a finalement été retiré à Bridget. Le garçon lui-même a été soulagé de quitter cette maison parce qu'on ne s'occupait pas bien de lui. Bridget ne s'occupait guère de l'enfant, ce qui a entraîné des problèmes de santé. Mais ni Ozzy ni Ada n'ont été découragés. Ils étaient prêts à s'occuper de la santé et de l'éducation du garçon. Lorsque Tim était à l'hôpital, Ozzy lui rendait visite tous les jours. Il voulait que son fils s'habitue à lui et commença bientôt à l'appeler papa. « Es-tu vraiment mon père ?» demande Tim. Demande Tim. Oui. Où étais-tu pendant toutes ces années? La vie est compliquée, petit. Si j'avais su pour toi, crois-moi, je ne t'aurais pas laissé grandir dans de telles conditions. Tu n'auras plus à supporter la tante qui boit. Maintenant, tu as une vraie famille qui prendra soin de toi, dit Ozzy en souriant et en ébouriffant les cheveux du garçon. Je suis content de t'avoir rencontré, papa. Dit le garçon en regardant Ozzy avec ses grands yeux bruns. Et moi aussi, je suis content, mon fils. Ozzy serre légèrement la main de Tim. Je reviendrai te voir demain. Ne te sens pas seul. Tu iras bientôt mieux. Quand Ozzy est rentré à la maison, il a dit à sa mère qu'il voulait vraiment étudier pour trouver un bon travail et subvenir à leurs besoins. Il ne voulait pas que son fils manque de quoi que ce soit. Ada approuva la décision d'Ozzy et commença à l'aider. Plusieurs années ont passé après cet incident. Ada, Ozzy, Tim et Lucky vivaient dans le même appartement. Tim grandit et devient un garçon intelligent et obéissant, comme l'était Ozzy. Il étudie dur et rêve de devenir médecin, comme sa grand-mère. Pendant ce temps, Ozzy poursuit ses études mais occupe un poste plus prestigieux dans l'une des entreprises. Son salaire était bon et il pouvait subvenir aux besoins de son fils et aider sa mère. C'est dans cette entreprise qu'il a rencontré Monica. C'était une femme bonne, gentille et modeste, divorcée et élevant une fille. 6 mois plus tard, l'heureuse famille se préparait à se marier.